Good. Hey, bienvenue. Vous êtes dans le podcast More Birdies. Vous êtes malheureusement pas en présence de Pierre-Luc et de Max. On avait décidé de changer de deux beaux gosses aujourd'hui. Je suis avec Yvan Beauchemin. C'est un podcast qui va s'adresser, que moi j'aime bien appeler le prospect, où je vais vous présenter des gens comme Yvan qui sont dans l'industrie du golf, qui influent comment votre golf va et puis de la façon dont c'est perçu également. Aujourd'hui, Yvan va nous parler de son vécu de golfeur professionnel parce qu'il y a plusieurs aspects au niveau du golf. Donc, des personnalités, qui fait quoi, qui porte le titre de professionnel de golf au Québec, ils font quoi, puis ils le font comment, puis ils le font à quels endroits. Donc, Yvan, bienvenue. Merci d'être mon premier invité. Je pense qu'on va avoir du plaisir. Moi, j'ai invité un professionnel tout de suite en partant, comme ça va bien me former. Quelque question pas trop formelle, mais Yvan va nous faire ça de façon professionnelle comme ils le sont. Et écoute, c'est une question je ne veux pas faire un jeu de mots, là, mais tu es toujours un pro, Yvan, à tous les jours quand on se rencontre. Merci. Yvan, un érudit, un professionnel, une personnalité qui transcende le golf. Puis là, je lis ça ici parce que si vous cherchez Yvan Beauchemin sur Internet, vous allez trouver un paquet de choses, mais il y a plein de choses que Yvan a qui ressort ailleurs que ses chiffres. Tout ce qui sort de ses trips quand vous parlez avec lui, c'est un peu ça. C'est un vécu golfique, c'est un palmarès de... Corrige-moi si je me trompe, là, parce que ça arrive souvent. Là, les gars me disent que je me trompe souvent quand je parle de golf. Là, que 6 apparitions au championnat canadien, 5 victoires? Non, 6 victoires championnat canadien sur peut-être une dizaine d'apparitions. Hein. C'est 60% de taux de victoire. C'est pas mal mieux que Carey Price, on va se le dire tout de suite. Tu as au moins une cinquantaine de tournois overall de jouer au niveau professionnel. 40 quelques victoires, je pense. Sur autant de tournois? Ah, ben là, beaucoup, parce qu'à un moment donné, il y en avait 10, 12, 15 par année. Mais au golf, tu ne gagnes pas tout le temps. Hein, mais j'ai toujours dit qu'une deuxième place, c'est jamais une mauvaise semaine. Parce qu'elle est payante. Ben, c'est ça. Ça ne paye pas juste le premier. Il y a médaille d'argent, médaille de bronze aussi. Hein. C'est correct, ça. Tu as eu le Spring Open Beaconsfield, des résultats extraordinaires. Là. 2010, deuxième place. 2011, quatrième. 2012, 30e. 2013, deuxième. 2014, tu as gagné. Ouais. 2015, là, on tirait un petit peu vers la fin de la carrière active de Yvan, là, où tu étais à fond là-dedans. Oui, en 2013, j'avais perdu en supplémentaire contre Rémi Bouchard. Ça m'a donné une deuxième place. Puis en 2014, je suis allé en supplémentaire contre un amateur. Et puis j'avais gagné. Et puis je m'étais blessé un accident de vélo aussi. J'ai traîné ça 1 an et demi à peu près, dont 2014-2015, une chute en vélo. Hein. C'est toujours sur la hanche et tout. Là. On n'a pas grand-chose pour se protéger. Oui. Fait que maintenant, ça m'a pris une couple d'années pour revenir physiquement. Ça a changé ton swing. Ah, beaucoup. Tu es originaire de Louisville. De Sorel, finalement. De Sorel. Tu as fait ton cégep à Bourg-Chemin. Oui, cégep Bourg-Chemin, c'était Tracy. OK. Ça fait que... c'est à ce moment-là où tu as eu tes premières rencontres avec le golf? Comment ça s'est passé? Ben écoute, j'ai fait le cégep en administration comme beaucoup de gens parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Puis je me disais que c'était assez large l'administration, c'était pour servir dans tous les domaines. Mais dès l'âge de 15 ans, j'avais dit à ma mère, je vais être professionnel de golf. Puis elle était bien déçue de ça parce qu'elle dit, ben là, tu vas coucher dans ton auto, tu ne mangeras pas à ta... Non, j'ai dit, tu n'as pas compris, je vais être professionnel avec une boutique. Okay. Dans un club de golf et tout, parce que j'y vais avec mon père, puis je trouve ça bien le matin, les gens arrivent, il fait beau, j'ai besoin d'un gant, je veux faire ça. Et puis ça l'avait rassuré un petit peu. Puis elle voulait que j'aille à l'université, mais on a fait un deal que je fasse un DEC, un diplôme d'études collégiales. Fait que c'était bien. Puis à la sortie de ça, ben, je suis allé à plein temps dans le golf. Fait que c'est ton père qui t'a introduit ou qui t'a amené au golf. Ça arrive, c'est super fréquent, le père, relation père-fils. Quel terrain, les premiers terrains, là, tes premiers expériences? Oui, bien mon père qui était chasseur 2-3 semaines par année. Puis à un moment donné, il a dit, pour le même budget, je pourrais jouer au golf avec mes amis. Fait qu'il a commencé, j'avais 8-9 ans. Okay. Puis j'allais cader pour lui. Avec le samedi, dimanche matin, là, j'allais avec lui. Puis, mais j'aimais pas jouer, j'aimais être avec lui là-bas. Puis un peu plus tard, j'ai décidé que j'aimais ça. Puis quand j'ai décidé que j'aimais ça, j'ai aimé ça beaucoup. Là. Vers les 12 ans à peu près. Fait qu'avant de commencer à voir toute la possibilité de gagner ton argent à jouer au golf, tu avais déjà d'emblée considéré la question gestion parce que tu avais
ton vécu. Tu as eu des associations avec plusieurs clubs de golf à travers tes années. Là. Moi, dans ma tête, il me vient rapidement là, le Royal Québec, où tu es associé plus récemment. Le Golf La Tempête aussi, à ses débuts. Ouais. À quel autre endroit est-ce que tu as... Ben écoute, premièrement, avant de choisir une carrière, il faut se connaître un peu. Puis moi, je suis un taureau, je suis terre à terre. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'envoler sur une carrière qui ne tient que par un fil. Alors, déjà, j'avais une formation en administration. J'ai dit, si j'ai une boutique puis je la gère bien, ça va bien aller. Mais quand tu es adjoint, tu es aussi à l'Université du Golfe, il faut que tu apprennes ton métier. Okay. Alors, j'ai fait 2 ans à Sorel. Après ça, j'ai dit, il me semble que j'aimais mieux un club privé. Il s'est ouvert une opportunité à Elmridge. Okay. J'ai été là 3 ans. C'est un très gros club à Montréal. Oui. Après ça, j'ai été 2 ans au Country Club. C'était un autre genre où Elmridge, j'enseignais beaucoup. L'autre, c'était plus d'administration que je voulais peaufiner un peu. Ils ont leur propre identité, là. À peu près, oui. Puis souvent, l'emploi qui est offert. Hein. Elmridge, je donnais 700 leçons d'une demi-heure par été. Wow. C'était énorme. Mais par contre, ça m'a appris à diagnostiquer, à faire des choses. Oui, le volume. Ben oui. Puis après ça, quand je suis devenu classe A, parce que dans l'Association canadienne, tu fais tous tes modules, tu deviens classe A, il y a eu une ouverture à Cowansville pour pro en titre. Puis j'étais formé pour ça. Fait que c'était mon premier, dans le fond, c'est comme se faire repêcher dans la Ligue nationale. Fait que j'ai fait 4 ans là. Tu devais être dans les premiers pics de l'année que tu es sorti. Ton nom sorti, ton éligibilité, là. C'est sûr qu'à qualification égale, si tu es un meilleur joueur, tu as une petite coche. Tout le temps. Tu ressors du lot, là. Ben oui, parce que il y a peut-être 40 applicants, il en envoie 6 en entrevue. Puis quand ils débattent un peu entre 2 candidats, si la personne soit une meilleure personnalité ou un meilleur au golf, puis est aussi bon administrateur, ben ça a des chances. Même des chances de gagner un peu plus d'argent aussi. Fait que ça, sur des négociations. Donc, tu as parlé tantôt, tu as des joueurs avec qui tu as côtoyé à travers ton histoire. Là, je pense à Raoul Ménard, avec qui tu as déjà fait équipe. Avec qui d'autre? Quel autre équipier? Ben moi, j'ai les premiers très forts joueurs avec qui j'ai joué, il y avait Pierre-Luc Bergeron, mais au-delà de ça, il y avait Jean-Louis Lamarre aussi et tout. Puis, tu sais, on voit tout de suite une différence. Jean-Louis Lamarre, c'est un gars qui... lorsqu'il gagnait un tournoi, réinvestissait tout de suite dans un autre. C'est un gars qui est un peu moins inquiet que moi. Il est allé jouer en Asie. Il est allé... on parle de se connaître. Hein? C'est important dans la vie comme au golf aussi. Et puis, moi, j'aimais mieux avoir un emploi un peu plus sérieux. Puis après ça, dans mes journées de congé, aller jouer des tournois. Alors, moi, c'était souvent la négociation. Je disais, bon, on est ouvert 28 semaines. Est-ce que c'est correct si je vais jouer 25 jours de tournoi dans l'année? Donc, tu t'assurais d'avoir cette portion-là dans ton véhicule. Oui, Puis là, c'est intéressant que tu disais, parce que souvent, les gens, bon, on voit ce qui est perçu, c'est ce qu'on voit sur le PGA, ainsi de suite, mais les gens oublient souvent tous les tours, les Sunshine Tours, les championnats du Québec, les Mackenzie qui viennent jouer dans nos cours que seulement les gens du milieu connaissent, mais... Tu as joué beaucoup au Québec. As-tu joué à l'extérieur? Tu as fait un peu US, un peu Europe? Ben, vu que ma saison à moi, c'était l'été, mettons 3 semaines avant en préparation, puis 3 semaines après pour fermer l'année, ben, je suis allé en Europe quelques fois, en France, puis je suis allé jouer des tournois là-bas. Puis c'était du hors-saison, mais ça donnait quand même l'occasion de jouer avec des gars du Challenge Tour, qui est un petit peu qui est le deuxième niveau européen. Qui est précurseur, oui, c'est ça. Oui. Fait que, puis quand tu affrontes plus fort, veux pas, tu t'améliores. Oui, parce que tu n'as pas juste affronté des gens comme Daniel Talbot ou Rémi Bouchard. Là, qui, en passant, est extrêmement fort. Des jeux extraordinaires, mais tu as joué aussi contre des gars qui ont joué à des niveaux très, très, très élevés, au même titre que toi. Ça a élevé ton jeu. Là. Ben oui, écoute, moi, j'avais joué un tournoi à un moment donné dans le nord de la France, puis c'était un terrain un peu étrange. Il n'y avait pas de par 5. Fait que c'était vu sur un par 68. Mais des par 5, c'est souvent une occasion de faire des birdies. Oui. Il y en avait moins, là. Fait que j'avais joué 60 la dernière ronde pour gagner. Fait que j'avais fait 8 birdies, dont aucun sur des par 5. Fait que ça, c'était une des rondes où j'étais le plus fier. Puis ça, des stats que j'ai sortis, moi, ce que je voyais, là, tu avais à peu près 2,5 birdies par ronde. Là, tu en as fait 8. Mais tu es un gars qui frappe beaucoup de fairway. Ouais. Les verres en régulation, tu dois être autour de 68-69 Ah oui, c'est souvent même 80. C'est le secret de ton jeu, Yvan. Puis ça se transpose sur beaucoup de terrains. Bien, encore là, c'est se connaître. Moi, je ne suis pas extrêmement long. Fait que s'il faut qu'avec un fer 5, je sorte du rough,
c'est pas une bonne idée. Fait que j'aime autant que si j'ai le fer 5, je suis dans du gazon court, j'ai le contrôle de la balle un peu. Mais il n'y aura quand même pas tellement de trous qui vont me faire rentrer avec un fer 5, mais ça peut arriver. J'ai joué avec Yvan, là, puis je pense qu'il y a des gens qui vont reconnaître si vous avez eu l'occasion de jouer avec. Moi, je l'appelle Monsieur Sprinkler parce qu'il est capable de mettre la balle en plein milieu du fairway en plein sur un sprinkler. Extraordinaire. Donc, tes premiers contacts, tes influenceurs, qui t'a influencé le plus à travers ton cheminement, Yvan? Au tout début, moi, j'ai commencé à jouer avec des petits amis à 13 ans. Ouais. Puis rapidement, j'ai battais tous. Puis je me pensais assez bon parce que quand à 13 ans, tu as 13 d'handicap, tu t'arranges pas pire. Puis à un moment donné, j'ai joué avec un de mes amis là-bas, qui est devenu un de mes amis, Yves Tremblay. Okay. Puis lui, il avait 3 d'handicap à 13 ans. Là, j'ai vu que je connaissais rien. Puis j'ai demandé, je dis, la semaine prochaine, dans ton groupe, as-tu de la place? Puis à un moment donné, son père dit, j'amène Yves en tournoi, puis il y a de la place dans l'auto, veux-tu venir? Ah, c'est là que ça a commencé, les tournois provinciaux, ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur de jouer avec des joueurs meilleurs que nous, qui souvent sont plus humbles un peu. Moi, c'est ce que je m'aperçois quand je joue avec toi. Tu as une humilité extraordinaire. Même chose avec Pierre-Luc ou avec Christian, qu'on va rencontrer plus tard dans l'émission. Là, je ne veux pas voler mon tonnerre, mais c'est un peu ça. Des moments charnières qui ont décidé ou qui t'ont fait... à passer à autre chose. Moi, tu me racontais l'histoire du toaster, là, puis je la garde, je l'applique quasiment maintenant. On ne gagne pas notre vie, on paye pas on fait pas nos paiements avec un toaster. Parle-moi donc un peu cette histoire-là. Moi, j'avais joué les tournois juniors, puis jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis 18 et 19 ans, mais j'ai joué les tournois amateurs aussi. Okay. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tu vas un peu plus large, puis tu joues contre des adultes, soudainement. Mais même quand tu gagnes ou tu fais des bonnes présences, tu gagnes un certificat, un parapluie, un toaster. Puis j'ai fait des blagues. J'ai dit à un moment donné, je suis arrivé à mettre de l'essence dans l'auto, puis j'ai présenté un toaster, puis ils n'ont pas accepté. J'ai dit, je pense qu'il est le temps que je tourne pro. Puis qu'on paye avec quel argent. Ouais, c'est à ce moment-là que tu avais quel âge, à peu près? J'avais 20 ans. Oui. Ouais, c'est quand même tôt. Puis conjointement, tu faisais en parallèle la portion, comme moi j'appelle green grass. Là, absolument. J'étais 6 jours par semaine dans un club comme adjoint. Et puis, c'était la journée de congé. Au début, c'était juste des tournois d'une journée. Puis, à un moment donné, pour jouer un tournoi de 2 jours, je travaillais 7 jours consécutifs pour échanger ma journée off avec l'autre assistant pro. Mais, mettons, j'allais jouer au BIC dans ce temps-là, ces choses-là. C'est beaucoup de sacrifices. Si je te demandais le secret de ton succès, tu as parlé souvent de faut se connaître, il faut savoir avoir un plan de match. C'est quoi le secret de ton succès? Encore à ce jour, Yvan, là, je pense que tu t'en irais dans un tournoi encore puis, de très, très haut niveau, puis tu sortirais ton épingle de jeu rapidement. La préparation, Nicklaus l'a toujours dit, bien se préparer, puis Tiger Woods aussi, puis c'est de connaître ses forces, ses faiblesses. Puis d'ailleurs, j'ai gagné des tournois sur des terrains très longs, souvent. La fois, on parle de Beaconsfield, le Spring Open, les 2 années où je suis allé en playoff pour le gagner, il y avait mouillé beaucoup au printemps, des roughs bien épais. Puis les gars disaient, ma drive va être moins longue, je vais essayer de frapper plus fort. Moi, j'ai dit, c'est surtout important d'être dans le fairway. Fait qu'avant, je m'étais préparé à toujours choisir quel côté de fairway je suis. Fait qu'être capable de frapper la gauche du fairway, la droite du fairway. Puis quand tu es habitué avec une plus petite cible, cette journée-là, j'avais manqué aucun fairway. Fait que même si j'avais un fer assez long dans mes mains, je frappais le green. Parce que du rough mouillé... écoute, tu perds tout contrôle, puis ça arrête ton club de beaucoup. Tu as un coussin entre le bâton et la balle. Je trouve ça intéressant, ta perspective. Tu disais, écoute, prends une petite cible. Tu sais, souvent, frapper le fairway, c'est une chose, mais choisir une cible, quel côté du fairway, donc connaître le terrain, puis la position du fanion, j'imagine. C'est toutes des petites choses que tu... Puis à jouer régulièrement les mêmes terrains, mais forcément, tu deviens très, très fort là-dedans. Y a-tu une occasion que tu dis, Colin, j'aurais donc dû, ou un mulligan que tu reprendrais dans ta carrière? Non, ça s'est assez bien passé. On a toujours une sagesse un peu plus grande en vieillissant. Il y a des phrases que je retirerais. Là. OK, des façons de le dire. Ouais. Mais non, de changer de club, aller d'un club à l'autre, c'était toujours pour améliorer. Pour aussi savoir si on aime un peu plus fournir le service dans un club de golf privé ou public. Alors, public et multi-client, tu vas avoir des tournois, des passants, tes membres et tout. Alors que dans un club qui était plus privé, c'était plus axé sur la qualité que la quantité. Ça me plaisait. Puis il y avait beaucoup d'opportunités à ce moment-là. Il s'ouvrait des clubs. C'était des années d'effervescence dans le golf. Alors, c'était toujours d'améliorer son sort. Il y a effectivement eu une vague qui a eu un très, très up. Là, on parle des années 70-80. Là, il y a une nouvelle recrudescence pour toutes sortes de raisons.
de contexte social. C'est quoi la grande différence au niveau du pro du golf? Comment est-ce qu'un pro du golf, au moment où toi tu l'as fait au début de ta vingtaine, comment est-ce que ça change maintenant quelqu'un qui voudrait commencer à le faire, là, un jeune qui a 18-19 ans? C'est quoi la grosse différence? Ben écoute, quand on devenait adjoint puis qu'on se joignait au programme des professionnels de golf canadiens, ben on savait que si on faisait un bon... Il était pour avoir de l'ouverture plus tard, il y avait de l'emploi en masse, alors que maintenant, les clubs de golf ferment. Alors, d'ailleurs, on s'en ressent parce que c'est plus difficile de bien s'entourer par des adjoints parce qu'ils ne voient pas le jour où ils vont travailler dans le domaine. Alors, c'est tout le contraire de ce que c'était. On commence, à ma perspective, c'est qu'on voit déjà des clubs de golf où il n'y a pas nécessairement de pros en titre, donc des pros avec des adjoints. Ouais. C'est déjà pas... Ça devient difficile, donc la question de la relève, évidemment. Puis j'imagine que tout ça, c'est relatif à la question des budgets qui sont alloués aussi aux opérations des clubs de golf. Donc, évidemment, ça devient plus difficile de cheminer puis de faire le même cheminement que toi, là. Ah ben oui, puis nous, on a souvent une bonne formation comptable, administrative, puis il y a beaucoup de pros qu'on connaît ils sont pros et directeurs généraux. Plusieurs parce chapeaux. que finalement, ben, ça a sauvé un peu d'argent au club. Peut-être que ça a sauvé un tiers du salaire des deux. Puis les pros étaient capables de faire les deux. Écoute, alors que de l'autre côté, ça aurait été différent un petit peu parce qu'il faut être formé clientèle golf. Je connais des pros qui ont été pros et surintendants aussi. Oui, ça ne doit pas être fréquent, là. Non, un peu moins parce que c'est vraiment un emploi qui est très pointu. Écoute, la connaissance agronomique, bien importante. Il y a beaucoup de spécialités qui se sont faites. Dans l'agronomie, entre autres, ainsi de suite. Puis, j'imagine que le jeune qui se lance présentement, qui va être pro de golf, moi, ma perspective, là, c'est que les jeunes vont même passer par-dessus le green grass. Ils vont se rendre directement sur le côté sportif, les entraînements, toute l'équipe de physio puis d'entraînement, ainsi de suite. Yvan, en conclusion, là, avec tout ce que tu as vécu, toutes les choses, les gens que tu as rencontrés, les victoires que tu as acquis, qu'est-ce que tu gardes maintenant que tu joues? Tu viens jouer avec moi, tu vas jouer avec ta blonde. Qu'est-ce que tu gardes de ton vécu de pro que tu peux transposer ou que tu t'amuses à amener sur le terrain pour faire plus de birdie? Ben, au début de l'entrevue, on a parlé d'humilité. Oui. Puis tous les golfeurs, à tous les niveaux, d'ailleurs, se doivent de garder une humilité. C'est que quand tu n'as pas frappé beaucoup de balles dans le dernier mois, essaie un peu moins les coups de héros, sois très conservateur. Puis si tu vois que ça va un peu mieux, ben augmente ton niveau de confiance graduellement, puis va chercher un drapeau qui est un peu plus dans le coin. Mais souvent, les gens arrivent avec la même attitude qu'ils se soient entraînés ou non. Alors moi, si je veux jouer avec toi, je vais dire, bon, ben écoute, ce terrain-là, il est réputé pour être étroit ou quoi que ce soit, ou des greens élevés. Je vais vraiment sélectionner le genre de coups que je suis capable d'obtenir. Si je ne me suis pas entraîné, bien, il y a des coups qui sont un peu plus spécialisés que je vais laisser tomber. J'adore ça. Donc, se rendre la vie facile, arrêter de se compliquer les choses, revenir à la base souvent, puis pas nécessairement avoir des attentes comme si on y était toujours à un niveau très élevé. C'est sûr. Le jeu de golf maintenant est très long, on le voit à la télévision, mais le joueur de tous les jours, c'est beaucoup plus récompensé de frapper des allées. Quand on manque un green, souvent, c'est parce qu'on a manqué l'allée. On est dans une trappe, on est dans le rough, on est derrière un sapin. Fait que c'est sûr que tu manques ton green. T'sais. Mais dans le milieu du fairway, là, si je te mets là au 150 toute la journée, tu vas avoir une bonne moyenne. Fait que partir d'une recette avec les bonnes proportions, ça amène toujours un succès. Là. Vous me demanderez le secret de mon pâté chinois, le steak, de dinde patate. Tu commences avec les bonnes bases. Merci Yvan, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci d'avoir pris quelques minutes. Je vous invite à partager toutes les choses que vous allez voir sur les plateformes More Birdies, donc que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube où vous êtes présentement, ou voire même sur le podcast pour les gens qui n'avaient pas le goût de me voir la tronche. Puis c'est bien correct aussi, là. Il y a du monde qui passe le temps de nous voir. Yvan, c'est toujours un plaisir. Venez me voir, venez me jaser, venez me rejoindre sur Instagram. Venez voir Yvan lorsque le club B2 Golf reviendra, parce que Yvan a choisi de s'associer non seulement à des clubs de prestige, mais aussi à B2 et à More Birdies, donc je le remercie. Sur ce, gang, merci, restez prudents, lavez-vous les mains. Bonne journée. Grand plaisir.